deux sens du mot probabilité auquel Carnap faisait appel. Donc, le premier type de probabilité, on pourrait les appeler, là, il y a plein de noms qui existent. Si jamais vous faites des recherches là-dessus, vous allez trouver plusieurs noms. Une façon de le nommer, c'est probabilité statistique, donc une relation empirique entre une propriété et une classe de référence. Par exemple, le nombre de cartes rouges qu'il y a dans le paquet de cartes, la composition matérielle d'un dé, la façon que la masse est placée, le fait que le dé est six faces, la fréquence d'un trait dans une population, etc. Et le deuxième type de probabilité, c'est une probabilité qu'on appelle épistémique. Qu'est-ce que ça veut dire, épistémique? Donc, c'est une probabilité qui fait appel à la connaissance. Épistémique, c'est relatif à la connaissance. Donc, on va parler d'une relation logique entre deux propositions, une hypothèse, un ensemble de données. Donc, c'est toujours par rapport à l'information disponible. Donc, tantôt, quand j'avais regardé la carte et vous ne saviez pas ce que c'était, on n'avait pas la même probabilité parce que j'avais plus d'informations que vous. Donc, c'est selon les informations qui sont disponibles pour chaque personne qu'on va avoir une certaine probabilité. Vous disiez 50 %, vous aviez raison de dire 50 %. Moi, je n'aurais pas eu raison de dire 50 % lorsque je voyais que la carte était bel et bien rouge. Un petit exemple pour bien comprendre cette notion-là de probabilité épistémique, parce que souvent, on en parle souvent dans son sens statistique. C'est un exemple qu'un certain monsieur Laplace nous donne en 1814. Il nous dit de considérer 3 urnes qui contiennent des boules, soit des boules rouges, soit des boules bleues. On ne sait pas quelle urne contient lequel. Et on se demande quelle est la probabilité que ce soit l'urne C qui contienne des boules bleues. Donc, on ne le sait pas, on va dire un tiers. Ça peut être dans n'importe quelle urne. On va aller chercher l'information. On va tirer une boule de l'urne A et on voit que c'est une boule rouge qu'il y a dedans. Donc, il nous reste 2 boules et la probabilité que la boule, que l'urne C contienne des boules bleues est maintenant de 1/2. Ce n'est pas la disposition physique de mes urnes. Les boules n'ont pas changé de couleur par magie. Il n'y a rien qui s'est passé à part l'information qu'on a par rapport au contenu des urnes. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas la chance, c'est pas un événement qui est à se produire. Les boules sont déjà dans les urnes. On pige une boule de l'urne B, on voit qu'elle aussi, elle contient des boules rouges. Donc, la probabilité que la boule bleue soit dans l'urne C est de 1. Un principe par rapport aux probabilités, c'est le principe d'indifférence. On l'a appliqué tantôt. Donc, si on n'a pas de raison de favoriser un résultat sur un autre, on suppose qu'ils sont équiprobables. Donc, c'est quoi les chances que je trouve la petite figurine orange lorsque je vais mettre mon dollar dans la machine? Bien, il y a 5 sortes de figurines, 1 sur 5. Tantôt, quand je vous ai demandé rouge-noir, vous saviez que c'était à peu près 50-50. Vous aviez dit 50 %. Même quand je vous ai dit que mon paquet n'était pas complet, vous disiez « Ah, je sais qu'il y a un problème dans la proportion des couleurs, mais je n'ai aucune raison de favoriser une ou l'autre couleur. » Donc, 50-50. Lorsqu'on a une information comme quoi il y a 2 résultats possibles, peu importe, et qu'on n'a aucune idée de la proportion, on va distribuer ça également. Si on suppose qu'il y a 3 résultats possibles, on va distribuer un tiers, un tiers. Encore là, ça ne reflète pas nécessairement la proportion réelle. Si ici, j'ai une urne qui contient des boules rouges et des boules bleues, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Quelle est la probabilité de tirer une boule bleue quand je vais tirer une boule de l'urne? La probabilité, c'est de 1/2. Et la probabilité de tirer une boule qui ne soit pas bleue ou de tirer une boule rouge est également de 1/2. Ça, c'est probabilité épistémique. Peu importe que le contenu réel de l'urne soit réellement 50-50 ou que le contenu réel de l'urne
ait beaucoup plus de boules bleues que de boules rouges. Donc, dans tous les cas, si on sait juste qu'il y a 2 couleurs, on ne sait rien d'autre, on n'a aucune raison de dire qu'il y a plus de rouge que de bleu. C'est sûr qu'on pourrait aller chercher plus d'informations, on pourrait vider l'urne, se rendre compte que, tiens, il y a 5 boules bleues et une boule rouge. Là, on aurait une meilleure idée. Mais si on n'a pas d'autres informations, on va dire que c'est 50 %. Donc, petit exemple avec un dé. Si je dis, ce dé a la forme d'un cube régulier, c'est quoi la probabilité de tirer un 1? La probabilité de 1/6, parce qu'il y a 6 faces sur un dé. Nouvelle information, ce dé est biaisé d'un côté. Donc, on sait qu'il va avoir tendance à tomber d'un côté plus souvent que les 5 autres. On ne sait pas lequel. Donc, on sait que le dé n'est pas correct, on sait qu'il n'est pas parfaitement bien équilibré, mais on ne sait rien d'autre. Donc, on va toujours supposer que la probabilité de tirer un 1 est de 1/6. Et si je dis ce dé est biaisé en faveur du 1, seulement à partir de ce moment-ci, est-ce qu'on peut dire que la probabilité de piger un 1 est supérieure à 1/6. Donc, je n'ai pas mis un nombre précis, on ne le sait pas. J'ai dit plus grand que 1/6. On pourrait lancer le dé plusieurs fois pour essayer d'évaluer à peu près dans quelle proportion. Oui? La probabilité n'est pas 1/6. On sait que c'est plus grand que 1/6 si le dé est biaisé en faveur du 1. Ça, c'est un problème intéressant en probabilité qui s'appelle le problème de Monty Hall. Donc, c'est une émission télévisée où, lorsqu'on arrivait à la finale, les participants devaient choisir, le participant qui se rendait en finale devait choisir entre 3 portes. Derrière 2 des portes, il y avait une chèvre, bref, tu pars avec rien. Et derrière une des portes, il y avait une voiture. Donc, le grand prix de l'émission, on gagne une voiture. Donc, on ne sait pas derrière laquelle des portes est la voiture. Choisissez une porte au hasard. Donc, et l'animateur dit, choisissez une porte. Est-ce que vous prenez la porte de gauche, la porte du centre ou la porte de droite? Donc, le participant choisit une porte, la porte de gauche. L'animateur, pour ajouter un petit peu de suspense, dit, d'accord, tu viens de choisir la porte de gauche, je vais t'ouvrir une porte pour te montrer où est-ce qu'il y a une chèvre. Il ouvre la porte de droite, par exemple. Et là, il pose la question au participant, quelle porte est-ce que tu gardes ton choix ou si tu aimerais mieux changer de choix? Est-ce que tu maintiens ton choix original de la porte de gauche? Ou si tu changes d'idée, tu prends la porte du centre? Donc, au départ, qu'est-ce qui se passe? On a une voiture, 2 chèvres. On dit qu'on a une chance sur 3 de tomber sur la bonne porte, évidemment. L'animateur a ouvert ensuite la porte de droite derrière laquelle il y avait une chèvre. Ça veut dire que dans les 2 portes qui restent, il y en a une qui cache une chèvre et une qui cache une voiture. Est-ce que vous croyez que ça revient au même de garder son choix initial ou de changer de choix? Est-ce qu'on vient de tomber à 50-50? Donc, principe d'indifférence, je sais qu'il reste 2 prix, une chèvre, une voiture. Il reste 2 portes, 50-50. Ça ne change rien de changer. Au fait, si vous changez de porte, vous doublez vos chances de gagner la voiture. Est-ce que vous avez une petite idée pourquoi? Il n'aurait jamais montré la voiture, là. Pardon? Il n'aurait jamais montré la voiture, là. Il n'aurait jamais montré la voiture. C'est pour une porte, donc il y a des états en 2. Il y a déjà une probabilité de 6 à 100% d'une porte. Si les états en 2, la probabilité de monter ça. Oui. Mais
il a dit, je vais te montrer une porte qu'il y a une chèvre. Fait qu'il a choisi la troisième. Il n'a pas pu choisir ta porte parce que c'était ton choix puis il voulait garder le suspense. Fait que la seule porte qui reste, qu'il n'a pas choisi de montrer, c'est la porte du milieu. Oui. Donc, effectivement, l'animateur ne va pas piger une porte au hasard dans cette situation-ci. Il a choisi la porte de droite derrière laquelle il sait qu'il y a une chèvre. Il ne va pas ouvrir la porte où il y a une voiture. Peut-être que tu avais la bonne porte avec la voiture au départ, mais peut-être que la voiture se cache au milieu. Par contre, si jamais si on avait choisi la porte avec la voiture au début, ça ne change rien que l'animateur ouvre la porte de droite ou celle du centre. Mais si on avait une chèvre, là, l'animateur n'a plus le choix d'ouvrir la porte de droite. Donc, ça nous ramène au départ, notre choix initial, on avait 2 chances sur 3 de tomber sur une chèvre. Donc, il y avait 2 chances sur 3 qu'on soit sur une chèvre. Donc, l'animateur va nous montrer l'autre chèvre, ce qui fait que cette porte-là est la voiture. Tandis qu'on avait seulement une chance sur 3 de tomber sur la voiture. Dans ce cas-là, il nous montrait une chèvre au hasard, ce qui fait que si on change de choix, il y a une chance sur 3 seulement que le fait de changer de porte nous fasse ouvrir une porte avec une chèvre. Donc, c'est un problème intéressant. Ça, vous pouvez aller voir sur YouTube aussi. Il y a beaucoup de vidéos qui l'expliquent. C'est un problème intéressant en probabilité. Comme quoi, le fait de changer de porte, la stratégie où on va choisir de changer de porte, ça double carrément nos chances de gagner la voiture dans le cadre de ces genres de situations-là. Si j'avais déjà la voiture, j'ai perdu la voiture en changeant de porte, effectivement. Mais j'avais seulement une chance sur 3 d'être sur la voiture au départ. Donc, j'avais 2 chances sur 3 d'être sur une chèvre. L'animateur m'a dit où se cachait l'autre chèvre. Donc, la voiture serait derrière la porte qui reste. Il y a plus de chances, mais c'est pas sûr et certain que la voiture soit dans la porte du centre. C'est pas sûr et certain. Quand on parle de probabilité, on arrive rarement à des certitudes, mais il y a plus de chances. On veut augmenter nos chances d'avoir une voiture. Est-ce que c'est la même chose pour, dans le jeu, le banquier? Okay? Admettons, je prends ma première valise, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Là, j'élimine toutes les valises. Il en reste une là-bas, il reste une à moi, et il reste le prix de 500 000 et le prix de 1 $. Et là, on me demande laquelle que je décide de conserver finalement. Est-ce que c'est celle-ci que je garde ou est-ce que c'est celle-là qui est passée tous les tests, qui est encore là? Est-ce que j'ai plus de chances que le 500 000 soit celle qui est là-bas plutôt que la mienne? C'est une question intéressante. Donc, on me demande, est-ce qu'au banquier, si j'ai le choix entre la valise finale et celle que j'avais choisie au départ, là, on a, donc les gains, ce serait 500 000 et 1 $. Il faudrait voir comment les valises sont éliminées. Je pense que c'est le participant qui choisit au hasard quelle valise ouvrir. Dans ce cas-là, je pense que les chances sont égales. Donc, ce n'est pas l'animateur ou quelqu'un qui sait dans quelle valise sont les choses qui va éliminer des valises, tandis qu'ici, c'est l'animateur. Une façon que j'avais vue, c'est supposons que j'ai un paquet de cartes complet. C'est une autre façon d'expliquer le problème de Monty Hall de façon un petit peu plus évidente. Je te demande de tirer une carte au hasard et de ne pas la regarder. Donc, tu tires une carte au hasard, tu la mets là. Et là, je te dis, je vais revirer toutes les cartes, sauf, mettons, sauf le roi de trèfle. C'est ça qu'on veut, c'est ça la carte gagnante. Et là, je te montre toutes les autres cartes, une par une, puis j'en garde juste une cachée. Où est-ce que tu penses qu'il y a le plus de choix, qu'il y a le plus de chances que le roi de trèfle soit dans le 1 chance sur 52 que tu avais au début de piger le roi de trèfle, ou dans les 51 chances sur 52 qui soit dans ce qui restait, puis qu'il soit la seule que je n'ai pas éliminée du paquet? Évidemment, c'est ça. Donc, moi, c'est arrangé avec le gars des vues, j'ai enlevé toutes les cartes. Si tu avais tiré le roi de trèfle au départ,
c'est sûr que c'est la carte initiale. Et la carte que je vais avoir laissée tourner, c'est une carte quelconque. Mais les chances sont très bonnes que le roi de trèfle était encore dans le paquet et que c'est la carte que j'ai laissée à la fin. Donc, j'ai éliminé tous les autres mauvais choix. On ne va pas dire qu'il y a une chance sur 2 que le roi de trèfle, ce soit la carte initiale qu'on ait pigée. Si je présente un jeu dans lequel on va jouer à pile ou face, si ça tombe sur pile au premier coup, je vous donne 2 $. Si ça tombe sur face, on va retirer pile ou face. Et si ça tombe sur pile au deuxième coup, je vous donne 4 $. Si ça tombe sur face, on continue. Et si c'est au troisième coup que ça tombe sur pile, je vous donne 8 $. Donc, le premier pile, selon le moment auquel il arrive, c'est là que je vais vous donner de l'argent, le montant. Donc, si ça arrive au nème coup, je vais vous donner 2 à la n $. Donc, si c'est au 10e coup, ça va être 2 à la 10, par exemple. Combien êtes-vous prêt à payer pour jouer à ce jeu-là? Il y a quelqu'un qui passe. Même pas une pièce. Tu es sûr d'en gagner 2. Okay. Pardon? 2 $. 4 $. 4 $. Quelqu'un dit mieux? 1 million! 1 million, c'est déjà plus raisonnable. Je me rappelle Bill Gates, je sais c'est toi. Si on regarde l'utilité, c'est quoi la valeur attendue de ce jeu-là? Dans le fond, on a une chance sur 2 qui tombe sur pile au premier coup. Donc, on fait comme tantôt, une fois sur 2 fois 2 $. On a une chance sur 4 que ça tombe sur pile au deuxième coup, donc fois 4 $. On a une chance sur 8 que ça tombe sur pile seulement au troisième coup, fois 8 $, etc. Là, il y a une erreur de... C'est supposé être des 3 petits points, non pas un cas. Donc, la valeur attendue, c'est de 1 $, plus 1 $, plus 1 $, plus 1 $, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Donc, normalement, n'importe quelle somme que je pourrais nommer, vous seriez prêt à y jouer. Évidemment, c'est une situation paradoxale dans le sens où notre façon de compter la valeur attendue du jeu semble complètement déconnectée du prix qu'on serait prêt à payer pour y jouer.